découvert ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La Côte d'Ivoire est plongée dans une impasse politique sans précédent. Moins de 2 semaines avant le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, la crispation entre les acteurs politiques s'amplifie. On assiste à un périlleux dialogue de sourds entre le pouvoir et l'opposition. Comment sortir donc de cette impasse qui menace de faire basculer le pays dans un nouveau conflit électoral? Quelle opposition face au refus du pouvoir de retourner à la table des discussions? Nous sommes avec Daniel Boni-Claverie, président de l'Union républicaine pour la démocratie. Daniel Boni-Claverie, bonjour. Bonjour à vous. Et merci donc de nous recevoir ici chez vous à Abidjan. Alors, tout de suite, j'aimerais savoir quelle lecture vous faites justement de la situation actuelle avec l'entrée en vigueur de la désobéissance civile dont vous êtes l'une des initiatrices ou l'une des coordinatrices pour mieux dire. Tout à l'heure, vous avez dit que la Côte d'Ivoire s'enfonçait dans une crise sans précédent. Je pense que nous avons déjà connu une situation précédente en 2010 où déjà nous étions dans une impasse. Nous connaissons une nouvelle crise. Et là, je vous rejoins entièrement dans votre analyse. Alors, si je dois planter le décor, comme vous me le demandez, vous avez deux blocs en face, face à l'autre, sans aucune passerelle, sans aucun contact, et donc avec des positions qui se durcissent. Le régime, comme à son habitude, pratique le passage en force. C'est toujours le passage en force. Nous savons que le président Ouattara est fixé sur sa date du 31 octobre, comme si c'était une date fétiche, et donc est sourd à tout ce qu'un peuple est en train d'essayer de lui faire comprendre, et surtout ce peuple est en train de vouloir faire entendre un certain nombre de revendications, et que bien sûr nous prenons à notre compte. Ces revendications, vous les connaissez, mais disons qu'elles sont tout de même objectives. Je pense qu'il serait peut-être judicieux d'en faire un bref rappel. Le retrait donc de la candidature de M. Ouattara pour un 3e mandat, la réforme des principaux organes électoraux et bien sûr la réintégration des candidats exclus injustement par le Conseil constitutionnel. C'est bien cela. Tout à fait. Et quand je disais, ce n'est pas, disons, des appréciations subjectives. Vous savez que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu 2 arrêts qui demandaient, exigeaient que la Côte d'Ivoire puisse réaménager la commission électorale pour la rendre plus neutre et plus impartiale, et surtout pour la rééquilibrer. Et il a également, dans un 2e arrêt, demandé à la Côte d'Ivoire que ce soit les partis d'opposition qui désignent, selon des critères qu'ils auront définis eux-mêmes, qu'ils désignent leurs représentants à la commission électorale. Parce que ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui, c'est le pouvoir qui désignait et disait, bon, c'est tel parti qui va représenter l'opposition. C'est pour ça qu'il y a quand même certaines anomalies, puisque vous n'êtes pas sans savoir, je n'aime pas trop personnaliser les débats, mais je suis bien obligée de dire qu'il y a Madame Henriette Lagou qui représente l'opposition alors qu'elle a fait allégeance publiquement au RHDP. Donc tout à fait. Il y a des incohérences, vous voyez, et c'est cela. Depuis 2018 d'ailleurs. Et c'est cela que nous voulons, et que bien sûr nous dénonçons et que nous voulons faire changer. Moi, vous avez bien fait d'énumérer tous ces points qui sont connus. Mais je voudrais aussi parler des droits humains, parce qu'il y a une violation constante des droits humains, de notre liberté d'expression, de nos libertés de pouvoir affirmer nos opinions. Et nous avons vu, le mois de septembre a été un mois terrible, puisque vous avez des femmes qui ont voulu dire non
à ce mandat, où vous avez eu quand même, dans toutes ces manifestations qui ont embrasé plusieurs villes de Côte d'Ivoire, vous avez eu 26 jeunes qui sont morts. Je n'oserais pas dire qu'ils sont morts pour rien, puisqu'ils sont morts pour la liberté, mais c'est quand même un tribut très lourd à payer. La marche des femmes qui voulaient elles aussi faire savoir qu'elles n'étaient pas d'accord qu'on piétine le droit et notre loi fondamentale qui est quand même le socle d'une république, eh bien elles se sont retrouvées en prison et elles étaient face à des chars de l'armée. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion face à des manifestants aux mains nues? Donc nous avons, et je crois que ça a été quand même souligné par des ambassades de l'Union européenne, par des ambassades européennes plutôt, par des Amnesty International, par Crisis Group, qui se sont offusqués de l'utilisation de milices. Nous les appelons les microbes, on dit des enfants en conflit avec la loi, mais que nous savons instrumentaliser par les dirigeants et qui sont utilisés par les forces de l'ordre pour aller macheter les manifestants aux mains nues. Donc il y a des atteintes aux droits humains qui sont terriblement graves et qui font que nous ne pouvons pas accepter que le président de la République puisse affirmer aujourd'hui avec autant de... Nous ne pouvons pas accepter que le président puisse affirmer, comme il le fait, que la Côte d'Ivoire est un État de droit, est un État démocratique, où les acquis démocratiques sont respectés. Alors justement, après les événements tragiques du mois d'août, au cours duquel vous les avez cités tout à l'heure, les manifestations du 13 août qui ont vu des dizaines de personnes mourir, et après des violences qui ont suivi dans différentes localités, la marche des femmes également, après tous ces différents incidents. Aujourd'hui, l'opposition est passée, je dirais, à la seconde phase de son appel à la désobéissance civile lancé officiellement le 20 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié du PDCI-RDA. Alors, est-ce que véritablement aujourd'hui, avec cette seconde phase qui a vu depuis quelques jours des manifestations éclater un peu partout à travers le pays, des manifestations ponctuées bien sûr par un appel au boycott des opérations électorales, est-ce que vous croyez, vous en tant que dirigeante politique de l'opposition, que cela peut avoir un impact important sur le reste du processus électoral en cours? Bien, nous allons commencer par la première phase. D'accord. La première phase qui a vu son point d'orgue avec le meeting du 10 octobre. Et cette première phase consistait à sensibiliser, bien sûr, nos militants, nos sympathisants, mais surtout nous nous adressions au peuple de Côte d'Ivoire pour qu'ils prennent conscience des enjeux que nous essayons, nous, de défendre, qu'ils se sentent impliqués, concernés et surtout qu'ils se lèvent en se mobilisant. Cette première phase qu'on pourrait appeler une phase d'interpellation, nous disons qu'elle a été parfaitement réussie. Et nous l'avons vu au niveau du meeting du 10 octobre, où la population est venue. Et quand je dis la population, vous savez, vous connaissez un peu les habitudes de la classe politique, comment parfois, moi je suis contre, je préfère avoir une salle plus petite et moins remplie par des femmes qu'on ramène du marché ou des jeunes qu'on prend et à qui on donne un petit peu d'argent. Le 10, il y avait des gens engagés, des jeunes, à qui on n'a donné ni sardines, ni eau, ni 500 francs, ni rien. Ce que vous reprochez au camp d'en face. Bien sûr. Et qui sont venus, il n'y avait pas de badauds, il n'y avait pas de désœuvrés, c'était des personnes qui vraiment voulaient montrer qu'elles s'engageaient. Et ça, c'est extrêmement important. Même si le pouvoir estime que vous n'avez pas réussi à faire le plein du stade Houphouët-Boigny. Oui, c'est le jeu. Mais il faut dire aussi que nous avons subi beaucoup d'entraves. Nous avons eu des centaines de cars qui ont été bloqués. Donc vous voyez un peu la manifestation de la démocratie et de la liberté d'expression. Et ça veut dire que quelque part, ils ont peur de nous. Sinon, ils nous laisseraient. Ça serait tellement plus simple. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire des manifestations qui soient comme elles le font en Europe, encadrées par les forces de l'ordre, par la police, pendant 2-3 heures, bon,
On est là, on a les pancartes, on dit ce qu'on a à dire et puis on se sépare. Tandis que chez nous, dans nos pays et en Côte d'Ivoire en particulier, ça tourne à l'affrontement parce qu'on introduit des milices et à ce moment-là, à la violence d'État, eh bien, nos pauvres jeunes gens subissent au début et après vont répondre aussi à la violence. Donc c'est une incitation à la violence. Alors l'impact justement de cette seconde phase. Vous avez raison, c'était la première phase. Maintenant, nous sommes rentrés, nous l'avons annoncé, nous sommes dans la deuxième phase, c'est-à-dire dans la phase active des actions. Et nous avons dit que nous voulions, notre objectif était un boycott actif des opérations électorales, donc d'empêcher ces élections, enfin ce processus électoral dans toutes ses composantes, pour faire en sorte que le 31, il n'y ait pas d'élection, puisque ça c'est notre objectif. Et donc vous avez pu constater vous-même que les villes de Côte d'Ivoire sont en train de bouger. Alors on nous dit, oui mais c'est encore faible, c'est encore timide. Oui, parce que nous sommes en train de mettre en place un processus qui monte en puissance et qui va dérouler ces différentes actions au fur et à mesure. Et vous allez voir que l'ensemble de la Côte d'Ivoire va se faire entendre de diverses façons, que ce soit en coupant les routes, etc. Déjà, au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des actions qui sont faites pour récupérer les cartes d'électeurs. Et entre parenthèses, moi je m'étonne qu'on distribue des cartes d'électeurs et qu'on ne nous parle pas des cartes d'une distribution de cartes d'identité pour lesquelles quand même chacun a payé 5 000 francs. Alors là on n'en parle pas. Mais les cartes d'électeurs, on est en train de les distribuer. Donc là, nous sommes dans la phase où nous prenons ces cartes d'électeurs, nos jeunes sont en train de les prendre pour faire dire et dire nous ne sommes pas d'accord avec cette élection. La désobéissance civile, moi, ce n'est pas un appel à l'insurrection, c'est de permettre à une population qui subit le joug de l'injustice et de l'arbitraire. Et c'est ce que la population ressent. Et comme on lui enlève tout espace d'expression, elle se retrouve où ? Dans la rue, pour pouvoir dire ce qu'elle a envie de dire. Or, tout de même, c'est le peuple souverain qui légitime le pouvoir, ce n'est pas le contraire. Donc, nous pensons qu'au fur et à mesure que cette montée en puissance va se traduire de différentes façons, va se décliner de différentes façons, eh bien, je pense que le pouvoir ne pourra pas rester continuellement sourd à ce que veut lui faire comprendre le peuple, qui est de dire tu ne peux pas te présenter au troisième mandat. Et en plus, les conditions ne sont pas remplies pour une élection apaisée. Moi, en tant que femme, en tant que mère, en tant que porteuse de vie, je refuse qu'on amène les Ivoiriens à l'abattoir et que les Ivoiriens puissent encore se faire tuer pour des élections. Je trouve ça scandaleux. Que 10 ans après une crise électorale, telle que nous l'avons connue, que nous puissions aujourd'hui nous dire que la tenue de cette élection, et vous le savez très bien en tant qu'Ivoirien, peut nous amener une crise post-électorale, vous l'avez dit dans votre introduction, et moi je dis dans une tragédie de crise électorale parce que depuis 9 ans, les rancœurs, les frustrations se sont tellement accumulées que si on les laissait s'exprimer, elles s'exprimaient avec beaucoup de violence. C'est pour ça que nous nous battons, pour éviter que ce schéma puisse se dérouler, parce que nous ne voulons pas ça pour notre... Nous sommes tous avec des expériences gouvernementales les uns et les autres, ceux qui sont à la tête de partis politiques, et vraiment, nous disons que tout doit être sacrifié, même parfois certains de nos intérêts, pour garantir la paix à nos citoyens. Oui, mais vous le dites, vous parlez de montée en puissance de l'opposition, de vos différentes actions, mais dans le même temps, je veux qu'on soit un peu plus concret sur le mot d'action que vous employez, parce que les Ivoiriens, vos partisans, attendent des résultats. Nous sommes à moins de 10 jours, ou à 10 jours tout juste de la date des élections.
Comment est-ce que dans ce délai aussi court, c'est ce que tout le monde se demande à Abidjan, comment est-ce que dans ce délai aussi court, l'opposition peut parvenir à faire reculer le pouvoir alors que la campagne électorale a déjà commencé, le président sillonne le territoire national à la rencontre de ses militants. Comment est-ce que vous pouvez permettre à vos militants de croire aujourd'hui que vous avez les moyens nécessaires pour faire plier le régime en place? Écoutez, si vous attendez de moi que je puisse vous dire dans le détail, région par région, nous allons faire telle et telle chose, ça je ne vous le dirai pas, parce que c'est quand même stratégiquement, permettez quand même que je ne dévoile pas tout. Mais je peux vous assurer, c'est pour ça que je parle de montée en puissance. Vous avez actuellement, depuis hier, vous avez des villes qui bougent. Et ça ne va aller que s'accentuant. Et nous allons nous allons empêcher, c'est certain, nous allons tout faire pour empêcher que certaines opérations électorales n'aient pas lieu ou qu'elles puissent être retardées, etc., etc. Mais en même temps, notre but, c'est de faire entendre notre voix. À ce moment-là, nous allons nous battre jusqu'au bout. Et quand vous aurez cette montée en puissance qui va faire que les villes de Côte d'Ivoire, les régions de Côte d'Ivoire vont être là pour faire savoir qu'elles emboîtent le pas de l'opposition et qu'elles amplifient les revendications qui sont celles que nous avons lancées, à partir de là, bon, nous pensons que les choses devront bouger. Je suis toujours un peu dubitative quant aux actions de la communauté internationale. Ah mais justement, on allait en venir. Mais allez-y. Je vous devance un peu. D'accord. Eh bien, nous sommes très satisfaits de voir les missions, que ce soit des Nations Unies, comme M. Il Chabas est venu passer une semaine, que ce soit l'UA, la CEDEAO, etc. Mais en même temps, nous sommes tout à fait conscients, nous le disons, et je crois que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de comprendre que son destin, c'est lui-même qui va le faire. Et il ne faut pas qu'il se repose sur la communauté internationale. Mais il est important que la communauté internationale prenne le pouls exact de la situation. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu le sentiment que peut-être elle estimait qu'il y avait des tensions. Or, nous avons dépassé le niveau des tensions. Nous sommes maintenant au niveau de la confrontation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir la valse hésitation qu'il y a eu entre la venue annoncée il y a quelques jours Absolument. de trois chefs d'État. Conduite par le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo du Ghana. Exactement, qui aurait été accompagné du président nigérian, et on nous parlait aussi du président du Niger, Tout à fait. qui sont les deux derniers étant des gens qui affichent vraiment leur opposition au troisième mandat. Nous savions que cette valse hésitation n'a pas permis qu'ils arrivent, mais demain, vous aurez une délégation des ministres des Affaires étrangères de trois pays, dont le Ghana, qui vont venir pour préparer la venue des chefs d'État. Donc je pense que la communauté internationale est en train de prendre conscience que les risques deviennent de plus en plus grands et que la situation en Côte d'Ivoire a atteint un seuil non plus préoccupant, mais dangereux. Alors je ne peux pas préjuger de ce que dira, de ce que fera la communauté internationale, mais nous disons, nous l'interpellons chaque fois qu'elle vient pour lui dire accompagnez-nous, très bien, nous en sommes très contents, mais nous sommes là, nous, pour tirer la sonnette d'alarme. Nous ne sommes pas des Cassandres, nous ne sommes pas des oiseaux de malheur, nous évaluons la situation telle qu'elle est, et nous vous le mettons au courant parce que si jamais nous arrivions à cette crise, eh bien vous en auriez une part de la Et vous avez l'impression d'être écouté, vous qui êtes dans le cœur des discussions? Vous savez, le langage politique n'est pas le langage diplomatique. Alors, jusqu'ici, nous n'avons pas encore, j'ai le sentiment, c'est un sentiment personnel que j'exprime, nous n'avons pas encore totalement pris la mesure des uns et des autres. Mais je pense que là aussi, nous sommes dans une situation très évolutive. C'est un processus. Et la venue de ces chefs d'État va certainement
non pas, je ne dis pas apporter des solutions, mais faire avancer le dossier. Et à partir de là, des décisions certainement pourront être prises et nous allons évaluer et décider de ce qui pourra être fait par rapport à ce qui nous sera proposé. Entre-temps, je pense que le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, il est très clair. Il ne veut pas entendre parler de dialogue, direct en tout cas avec vous pour le moment. Il estime que toutes les conditions sont réunies pour aller aux élections. Il a un adversaire en face qui a décidé donc de le confronter dans les urnes. À ce niveau-là, est-ce que quelque part vous ne désespérez pas un peu que ce que vous tentez d'implémenter comme action ne rencontre pas les résultats escomptés d'ici au 31 octobre et que la crise que vous craignez soit finalement inévitable? Non, nous ne voulons pas la part inévitable parce qu'à ce moment-là, nous resterions assis dans nos salons, comme le dit M. Ouattara, l'opposition reste dans les salons. Non, nous ne restons pas du tout dans les salons, nous sommes sur le terrain. Et nous croyons vraiment dans ce schéma que nous avons mis en place de désobéissance civile et nous avons dit que nous allions tout faire à travers des moyens légaux. Alors évidemment, on nous dit, mais les moyens légaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple souverain a le droit de désobéir et de faire connaître sa révolte quand le droit, quand les textes législatifs ne sont pas respectés. Or, la Constitution n'est pas respectée, le droit n'est pas respecté. Je vous donne un exemple. M. Ouattara a élaboré un code électoral par ordonnance et sans la loi d'habilitation du Parlement. Et en effet, on a été surpris de voir un certain nombre de choses qui nous ont arrivé. Dans ce sens, c'est ce système-là que nous refusons. Et quand nous disons non, eh bien c'est à cet ensemble de ce système. Nous croyons fortement à ces actions de désobéissance civile. Nous pensons que, à force d'entendre, et je crois quand même que les régimes, que ce soit la communauté internationale ou autre, sont très sensibles disons, aux actions d'un peuple. Beaucoup plus peut-être que les États majeurs. C'est pour ça que nous nous organisons pour que le peuple ivoirien, dans sa diversité sociologique, puisse s'exprimer et dire de la même manière que nous disons, nous ne voulons pas de ce troisième mandat parce qu'il est illégal, il est anticonstitutionnel. Et nous proposons comme perspective de sortir de cette crise. Nous disons que, bon, il y a évidemment cette date que nous voulons faire reculer pour nous permettre de faire changer, de faire évoluer toutes les conditions et tout le processus électoral pour le rendre démocratique. Et la seule façon de le faire, c'est de mettre en place une transition politique. C'est pour ça que depuis des mois et des mois, mon parti, mais aussi d'autres partis, sont en train de dire qu'il faut solliciter un dialogue politique de toutes les forces politiques de cette nation pour que nous puissions ensemble mettre en place ce nouveau contrat social parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer de cette manière-là. D'accord. Transition dont ne veut certainement pas entendre parler le chef de l'État qui estime que ce n'est pas nécessaire dans l'état actuel des choses. Mais voilà, je voudrais qu'on termine justement sur ce point concernant l'unité au sein de l'opposition. Récemment, on a vu des frictions entre partisans et adversaires de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro qui s'empoignaient justement après une déclaration controversée de Charles Blé Goudé depuis la Haye où il se trouve. Et on constate toujours qu'au niveau du FPI, donc de l'ex-parti présidentiel, l'harmonie n'est toujours pas retrouvée, les dissensions sont toujours aussi vives. Et l'autre camp, qu'on appelle le camp des radicaux, les GOR, refuse toujours de reconnaître la légitimité du président Afingès en tant que président statutaire du parti. Est-ce qu'on n'est pas en droit de craindre que ces discordances apportent atteinte justement à votre combat?
Moi, j'ai un angle d'attaque différent. J'ai envie de vous dire que votre analyse, elle est juste, mais maintenant, les faits ont bousculé le schéma. Parce que nous sommes arrivés à mettre ensemble, sur une même table de travail, aussi bien le FPI de Amin Guessant que le FPI de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, actuellement, je pense que c'est ça qui fait l'importance. C'est que nous avons maintenant un front unitaire qui réunit l'ensemble de l'opposition. Et que hier à la conférence de presse, ce soit le président Afine Guessant qui prenne la parole au nom de ce front unitaire, eh bien, ça a un sens énorme. Et peut-être que à l'issue de toutes ces actions, peut-être que lorsqu'ils se retrouveront entre eux, bon, peut-être qu'ils auront à ce moment-là tissé quelques liens nouveaux qui leur permettraient de pouvoir s'unir. Moi je pense, et ils l'ont compris, que face aux défis majeurs qui se posent maintenant à notre pays, leur querelle, je ne dis pas qu'elle a cessé, mais ils l'ont mise de côté pour se mettre ensemble. Et c'est cette mise ensemble, cette unité qui nous a manqué pendant longtemps, parce qu'il faut reconnaître que les divisions, les querelles ont beaucoup affecté l'ensemble de l'opposition, mais là aujourd'hui tout cela est oublié face à un front unitaire qui est entièrement d'accord sur un certain nombre de revendications et sur des objectifs à atteindre. Nous les partageons entièrement tous. Merci Daniel Bonnet-Xavieri, merci du temps que vous nous avez accordé, c'était pas très évident. Voilà, je rappelle que vous étiez donc notre invité aujourd'hui pour l'entretien d'Ivoire TV et vous êtes également la présidente de l'Union pour la République et la démocratie, si je me tiens bien, c'est bien cela? Union républicaine pour la démocratie, ok, donc la première définition était la bonne. D'accord, on va se dire au revoir et à très bientôt. Merci à vous. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.